Vous écoutez Retour de terrain, le podcast de Géo qui donne la parole à celles et ceux qui font le sel de ce magazine, que l'on catapulte sur la planète pour revenir avec des mots et des images. Je m'appelle Léa Santacross et j'ai le plaisir de recevoir le photoreporter Olivier Touron, une signature de Géo. Ça va bien faire 15 ans qu'il sillonne les continents pour nos pages. Dernier reportage en date dans l'Ouest américain, ça fait la une du numéro de septembre. Il nous répond depuis chez lui, à Phoenix, en Arizona, où il est parti s'installer fin 2018 après un reportage pour le magazine. Bonjour Olivier. Bonjour Léa. Retour de terrain, c'est le podcast du magazine Géo. Retour de terrain. Chaque mois, les reporters de Géo posent leurs valises et vous emmènent en voyage. L'Ouest américain, c'est vaste. Les tribus amérindiennes, là-bas, ils sont très nombreuses. Mais si toi, Olivier, tu devais retenir une image pour décrire ces espaces, ça serait laquelle ? Plante-nous le décor. Ça c'est vaste effectivement. Donc Monument de Vallée, effectivement, qui ouvre le sujet. C'est une belle image pour planter le décor. C'est très connu, hein, c'est les westerns de John Ford. C'est la réserve Navarro, c'est la plus grande réserve aux États-Unis puisque c'est la plus grande tribu. Voilà, les territoires ocre, des messas, donc c'est une espèce de formations tabulaires qui sont rougeâtres, qui varient avec évidemment le temps, la couleur, hein, en fonction de l'heure de la journée. C'est des grandes étendues comme ça. Il fait très chaud souvent et c'est génial. Ça fait des années que tu t'intéresses aux peuples et aux cultures amérindiennes. Et pour ce nouveau dossier dans Géo, tout a commencé à Oak Flat, un peu par hasard, chez les Apaches. On était en février 2021 et tu te retrouves sur cette terre sacrée. Et ce jour-là, il se passe quoi ? Alors, ce jour-là, il y a une cérémonie qui a lieu de passage à l'âge adulte des jeunes femmes. Voilà, donc c'est une terre traditionnelle depuis des générations et des générations, hein. C'est un plateau à une centaine de kilomètres à l'est de Phoenix, et c'est un lieu avec plein de petits arbres, donc ça s'appelle Oak Flat. Oak, c'est les chênes, hein, voilà, avec une rivière qui a le malheur de se trouver au-dessus d'un énorme gisement de cuivre. Voilà. Et moi, j'y étais allé parce que je m'intéresse à cette problématique et j'espérais trouver évidemment ces moments-là, mais ils sont pas annoncés sur internet, donc il faut y aller régulièrement. Et là, bim, ça dure 4 jours généralement. Ça commence le vendredi jusqu'au on va dire dans 3 jours et demi jusqu'au dimanche, hein. Il y a toute une série de prières qui a lieu, et la gamine, souvent, elle a dans les 10-12 ans, et elle reste debout, entourée de ses proches, avec des chants, des danses, donc c'est assez épuisant. Voilà. Et moi, j'ai passé un moment donc à regarder, photographier ça avec leur autorisation. Des photos qu'on peut découvrir dans Géo. Et pour ce dossier, donc, il y a eu ces Apaches, et puis avec le journaliste Mort Rosenblum, originaire de l'Arizona, vous avez sillonné en voiture la nation Navarro, la réserve Navarro. C'est grand, vous avez avalé beaucoup de kilomètres, ça sent les galères de bagnole, ça. Ouais, ouais. Effectivement, c'est l'Arizona, mais c'est loin de Phoenix, hein. C'est à quand même plusieurs heures de route, et la réserve, elle est très étendue. On avait un gros 4x4 pour la première partie du reportage, et on a été s'embourber puisque c'était la fin de l'hiver, la fonte des neiges, et donc c'était très boueux, et le 4x4 s'est embourbé à plusieurs reprises. On a dû traverser voilà, des territoires qui n'étaient pas très carrossables. Donc, mais on s'en est sorti. Et non seulement vous en êtes sortis, mais en plus, grâce à ça, vous avez fait des rencontres. Ouais, alors ça, c'est la magie du reportage, c'est qu'on va chercher des informations sur le terrain, on a des contacts, mais parfois on doit aller explorer sans avoir de contact. Et dans cette configuration, on s'est embourbé dans un coin à la recherche de témoins sur la question de l'uranium, et on a trouvé donc effectivement cette personne, Réginald, qui vivait là, hein, depuis plusieurs générations à côté des mines d'uranium. Super rencontre, ouais. Il nous a aidés à nous dégager de la boue, et il nous a invités chez lui, il nous a raconté son histoire. Et c'est laquelle son histoire ? Parce qu'on peut voir sa photo dans le magazine, mais est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est simple, son père travaillait dans les mines d'uranium depuis le début de leur découverte, et il en est mort. Et donc son histoire, c'est qu'il dit nous, si on avait su qu'on allait creuser pour des minerais qui vont construire des bombes atomiques, on l'aurait certainement pas fait, parce que ils sont pas comme ça, les Navarros. Parce que c'est ça, cet uranium dans la réserve Navarro a servi pour les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand ils ont découvert les gisements, bah, ils ont développé leur programme atomique, hein, et la bombe en priorité évidemment. Et donc ce minerai qui était, assez facile à extraire, et on n'en connaissait pas les dangers d'ailleurs à l'époque. C'est pour ça que les gens sont tombés malades, et que c'est toujours un problème. Donc il a effectivement, raconté cette histoire un peu terrible pour lui, parce qu'il avait sa photo là, une photo en noir et blanc avec, son père, et bon, il s'est toujours pas remis de son décès, hein, des noms de maladies que peuvent avoir, les mineurs un peu partout dans le monde, hein, mais là, bon, bah, il se trouve que c'est chez les Navarro avec l'uranium. Et donc on a vu les mines, qui étaient là, qui étaient murées, pas très loin de sa ferme où il y a des moutons, des chèvres, voilà, il a pas bougé, ils sont très grégaires, hein, donc eux, ils vivaient là depuis toujours, ils ont découvert de l'uranium, ils ont participé à l'exploitation parce que c'était un boulot assez facile. Voilà, ils sont assez courageux les Navarros, donc ils rechignent pas à la tâche. Puis un jour, on leur a dit que c'était dangereux, puis ils ont commencé à en mourir, puis on leur a expliqué ce qu'ils faisaient, et là, ils étaient pas très contents. Donc depuis maintenant, c'est interdit. Et cette rencontre, on comprend que ça a été un moment fort et prenant de ce reportage. Est-ce qu'il y en a eu d'autres comme ça, des moments qui t'ont marqué? Oh bah, il y a plusieurs, bah, de toute façon déjà rien que parcourir, le territoire, en soi c'est assez, phénoménal quoi. Non, d'autres rencontres, bah, il y a celle dont on a parlé juste avant chez les Apaches, mais dans le territoire navarro, il y avait aussi avec ce peintre donc qu'on voit dans le reportage, Ruben, qui, dans un lieu magique qui est, le canyon de Déchets, et on a pu faire un très beau portrait avec ses tableaux. Ouais, c'était assez émouvant aussi cette rencontre, et le portrait qu'en fait, Morte dans l'article est très touchant, hein. Des moments forts en repartage, tu en as vécu beaucoup et je le disais en introduction, ça va bientôt faire 15 ans que tu travailles ponctuellement pour Géo, du Népal à l'île de Pâques en passant par les Shetland, le Kurdistan syrien ou le Cap-Vert. Alors c'est l'instant narcissisme suprême. Est-ce que ce magazine a joué un rôle particulier dans ton parcours de photographe? Ah bah, clairement, hein, parce que c'était un peu mon rêve de faire de la photo pour des magazines, et comme Géo, c'est quand même un peu le must, bosser pour ce magazine depuis si longtemps et d'avoir pu parcourir, on va dire, les 5 continents, hein, toute la planète, c'est juste, évidemment, je pourrais pas aujourd'hui, me définir sans parler de Géo, c'est juste impossible, quoi, et j'espère que ça va continuer encore longtemps. Voilà, on a d'autres sujets sur le feu, et c'est à chaque fois une vraie aventure, on va dire, puisqu'il faut penser le sujet, il faut le construire, après il faut aller le réaliser, puis après ça, il faut éditer, il faut enfin, faire avec la rédaction, avec le service photo, avec le journaliste. Non, c'est génial, quoi. Enfin moi voilà, je peux pas me qu'est-ce que je peux faire d'autre que me réjouir, hein? Ça fait quoi? Je crois que j'ai calculé, ça va faire le 18e, ou je sais plus exactement, une vingtaine de sujets, on va dire, à la fin de l'année, depuis que j'ai commencé à travailler pour ce magazine, et un peu partout sur la planète, et en France aussi d'ailleurs, hein, il y a pas que, et aux États-Unis. En fait, là où je vis, c'est aussi beau que là où je vais. Et d'ailleurs, Géo n'est pas complètement étranger dans ton installation en Arizona. Non, effectivement, c'est lors d'un reportage en 2018, qui a été publié, dans Géo Aventure, que j'ai rencontré mon épouse. Voilà, donc et qui vit en Arizona. Donc voilà, effectivement, on peut dire que Géo a participé à cette aventure, cette nouvelle histoire. Et en partant t'installer là-bas, disons que tu es quand même un peu reparti de zéro et dans cette nouvelle vie, la moto occupe une place importante. Alors est-ce que tu es en train de te métamorphoser en biker photographe? Ouais, alors on dit alors chez moi, mes copains, ils disent photo-moto journaliste, parce que je suis quand même souvent sur ma moto pour faire des reportages. Effectivement, c'est une passion qui a commencé, en 2014, avec un ami journaliste qui m'a offert une moto pour mon anniversaire, une petite moto en France. Voilà, et puis, ça a grossi, ça a pris de plus en plus d'ampleur dans ma vie. En 2018, quand on est parti, pour cette aventure aux États-Unis, c'était sur une moto. Sur une Harley Davidson, pas n'importe laquelle? Voilà, on a traversé, 11 États, en 3 mois. On a fait, énormément de non, 18 ouais, ouais, 18 États et 11 000 miles. Ouais, on a fait ça sur des grosses Harley Davidson, et du coup, et c'est aussi comme ça que j'ai rencontré mon épouse, parce qu'elle est, motarde, et on s'est rencontrés dans le plus grand festival moto du monde dans le Dakota du Sud. Donc ça s'invente pas, quoi, évidemment. C'est devenu un peu un pèlerinage maintenant, d'y retourner tous les ans, et donc la moto, voilà, quand je suis revenu aux États-Unis, j'ai tout de suite acheté, une Harley Davidson sur laquelle, je roule toujours. Voilà, une grosse moto, voilà, bien américaine, mais qui est compatible avec les routes américaines. Parce que comme on disait au début, les espaces sont tellement vastes, on peut rouler, des fois 150 kilomètres sur une ligne droite au milieu du désert, et il y a rien d'autre, quoi. Donc
Le plus fou, c'est au Nevada. C'est quand même l'État où les routes sont les plus paumées. Voilà. En Arizona, il y a quand même un peu de gens, malgré tout, même si c'est un désert. Donc on finit par rencontrer la civilisation, parfois. Tu parlais de ton épouse. Je veux pas te dévoiler toute ta vie, Olivier, hein, mais comme tu l'as écrit dans le magazine, on peut le dire ici. Il se trouve que non seulement elle est bikeuse, mais elle est également amérindienne, ce qui t'a conduit Ouais. aussi à faire pour GeoAventure un reportage sur les bikeuses amérindiennes. Qu'est-ce que c'était que ça? Oui, alors en fait, elle est de la tribu Ojibwe, donc elle est originaire du Minnesota, donc la région des Grands Lacs. C'est la troisième plus grande tribu aux États-Unis, hein, les Ojibwe, derrière les Cherokees et les Navajos, voilà. Et effectivement, elle est, on va dire, assez engagée dans la cause des femmes et elle roule avec ses amies motardes amérindiennes pour sensibiliser à la cause des violences faites aux femmes amérindiennes. Donc aux États-Unis, il y a un acronyme, c'est MMIW, Murdered and Missing Indigenous Women. Donc c'est les femmes qui sont assassinées ou enlevées. Et en fait, c'est les violences faites aux femmes, c'est mondial, quoi. Mais aux États-Unis, dans ce groupe particulier qui constitue les Amérindiens, et c'est 3% de la population, si on compte les gens d'origine mixte, les violences sont beaucoup plus que dans les autres groupes, les violences faites aux femmes. Il y a une femme sur 2 qui a été victime de violences. Quand on est dans un groupe de femmes amérindiennes, il y en a 9 sur 10 qui ont été aussi, pardon, excuse-moi, je suis couru dans les statistiques. En fait, c'est 9 sur 10 qui ont été victimes de violences, dont la moitié, donc 1 sur 2, sur des violences à caractère sexuel, quoi. Voilà. Et dans certaines parties du territoire, il y a 2 tiers des Amérindiens qui ne vivent plus dans les réserves. Voilà, enfin, ça faut le savoir. Mais dans certaines parties du territoire, les statistiques montrent qu'elles sont victimes 10 fois plus que les autres groupes ethniques. Sachant qu'aux États-Unis, c'est pas comme en France, c'est un trait particulier. Ils cataloguent les gens en fonction de leur origine ethnique, ce qui est interdit en France. Donc moi, par exemple, quand je remplis un formulaire, je suis caucasien parce que je suis d'origine européenne, voilà. Mais aux États-Unis, on est black, on est white, ou on est latino, ou on est natif, voilà. Donc ils arrivent comme ça à lever des statistiques. Donc c'est assez et c'est des statistiques qui remontent depuis le début du XXe siècle, hein. J'ai contacté des chercheurs sur la côte ouest, une femme notamment qui a développé ça depuis longtemps. Et c'est difficile à les avoir les chiffres parce que jusqu'en 1924, les Indiens aux États-Unis n'étaient pas considérés comme des citoyens à part entière. Alors pour donner un exemple, le droit de vote des femmes aux États-Unis, c'est 1920. Donc 4 ans après, les femmes indiennes, elles étaient même pas considérées comme des citoyens du pays. Et là, jusqu'en 2021, ça vient juste d'être voté au Colorado, où je vais la semaine prochaine encore, il était légal de tuer un Indien. C'est-à-dire que on n'était pas condamnable. Donc, alors ils n'avaient pas enlevé le truc des textes de loi, et là, ils viennent de le faire dans une cérémonie. Donc ça fait partie d'un grand mouvement aux États-Unis, justement, de prise de conscience de cette histoire dramatique. 90% d'une population éradiquée au moment de la colonisation, dont on parle très très peu. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels évidemment je travaille beaucoup, comme par exemple en mois d'octobre, il y a le Columbus Day, donc qui est le jour où on commémore l'arrivée de Christophe Colomb. Sauf que les Indiens, ils disent non, nous, on veut faire le jour des peuples indigènes, parce que pour nous, c'est pas un bon souvenir, parce qu'après l'arrivée de ce type, il y a 90% des Amérindiens qui ont été massacrés. Voilà, c'est le genre de mouvement sur lequel je travaille. Et on peut relire ou redécouvrir, si on n'a pas déjà fait, ton reportage sur ces bikeuses amérindiennes sur le site geo.fr. Un mot sur ton parcours, c'est un peu la question Parcoursup de cet entretien. Quel conseil tu donnerais aux plus jeunes qui voudraient, comme toi, vivre de ce métier en France ou ailleurs? Il faut d'abord être super curieux, s'intéresser aux autres, il faut être très humble et il faut avoir envie de raconter des histoires et de les partager. Donc si vous aimez, quand vous rentrez je sais pas, d'une balade, raconter ce que vous avez vu à votre famille, c'est déjà un bon point. Ça veut dire que vous avez déjà ça en vous, hein, et il faut le faire simplement, faut pas chercher à compliquer les choses. Donc ça, et puis après, il faut une bonne culture générale, faut des langues, savoir parler des langues étrangères, c'est quand même mieux, surtout que si on est amené à voyager. Et puis il faut pas non plus forcément vouloir aller trop loin, il faut commencer à sa porte. Parce que je pense que, bon là, je vis évidemment en Arizona, on peut dire c'est facile, mais je faisais la même chose quand j'étais à Tourcoing dans le Nord, je racontais ce qui se passait autour de chez moi et il y avait des choses formidables. Donc voilà. Donc je pense que le conseil, c'est être curieux et avoir la plus grande culture générale possible, s'intéresser aux autres. Et puis après, évidemment, il existe des écoles de journalisme. Et puis il existe des écoles de photo. Mais je pense qu'il faut toujours plutôt se dire qu'on est journaliste un journaliste qui fait des photos, plutôt qu'un photographe qui vend des photos à la presse.
C'est assez subtil, mais je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le penser. Photojournaliste, c'est un journaliste qui écrit avec des photos. Donc, il faut d'abord être journaliste. D'abord journaliste, et toi la photo, après, t'y es venu comment? Bah, la photo, c'est plus une passion, je faisais bon voilà, quand j'étais étudiant en mathématiques, parce que je devais être prof de maths, je vendais des appareils photo à la Fnac, un petit boulot. Donc la photo, c'est venu parce que le chef du service, un jour, comme il a vu que j'étais assez passionné, il m'a carrément donné un laboratoire noir et blanc complet qu'il avait et qu'il n'utilisait plus, et j'ai commencé à développer et à faire des photos, noir et blanc, et puis après j'ai commencé à faire des petits reportages. Voilà, je me rappelle, moi j'ai commencé ce boulot en 99, mais en 94 pour l'anniversaire, alors on revient aux États-Unis finalement, l'anniversaire du débarquement en Normandie, donc c'était les 50 ans, puisque les Américains ont débarqué le 6 juin 1944. Et il se trouve que mon père, qui était un jeune garçon, il avait 7 ans en 44, il était passionné de cyclotourisme, pareil, les 2 roues, la route, hein, et il a fait la route Patton. Il est parti de Cherbourg pour remonter jusqu'en Belgique en suivant l'itinéraire du général Patton. Et moi, je faisais mon service militaire à Cherbourg, et donc j'ai fait tout un reportage noir et blanc sur l'arrivée de ces cyclistes qui voulaient commémorer le débarquement et cette amitié franco-américaine. Hein, comme quoi, ça s'invente pas. On en revient toujours à la même chose. Voilà, des 2 roues et les Américains et des reportages. Voilà, Olivier Touron. Merci d'avoir participé au podcast Géo Retour de terrain. Je rappelle qu'on peut découvrir ton grand dossier sur l'Ouest américain dans le numéro de septembre, disponible en kiosque jusqu'à la fin du mois et ou en passant par géo.fr. Merci à Lucas Vibo pour les moyens techniques et à Emeline Ferrard pour la réalisation. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je rappelle qu'on est sur tous les réseaux et sur toutes les plateformes. Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous adresser des commentaires ou à nous laisser plein d'étoiles. Et parce que Géo est un magazine qui se lit aussi avec les oreilles, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Retour de terrain.